Bonjour et bienvenue au podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, merci de m'accueillir déjà. Donc, je suis l'adjudant Yannick, je viens du CIRFA de Bourges, donc le centre d'information et de recrutement des forces armées. Donc moi je m'occupe de la partie armée de terre, d'accord. Il y a également la même chose pour l'armée de l'air et la marine. Me présenter, oui. J'ai 17 ans et demi d'armée, d'accord, de présence dans l'armée. J'ai fait plusieurs métiers au sein de l'armée. Donc j'ai commencé en tant que mécanicien avionique et armement hélicoptère, donc tout ce qui est partie électronique, pilote automatique, armement à l'intérieur d'un hélicoptère, d'accord. Et ensuite j'ai fait 6 ans où je formais les jeunes mécaniciens donc à passer leur stage en mécanique. Et là, depuis 1 an maintenant, je fais du recrutement. Voilà, donc, on peut faire différents métiers au sein de l'armée et changer tout en restant militaire. Donc c'est un des nombreux avantages qu'on va retrouver un peu plus loin dans les questions, j'imagine. Voilà. En quoi consiste votre rôle au sein de l'armée? Alors mon rôle actuellement, donc, comme je disais depuis 1 an, c'est de recruter. Donc c'est de prospecter dans les différentes campagnes, dans les différents endroits où on va pouvoir trouver des candidats. Après, les candidats peuvent venir nous voir directement. Donc nous, notre rôle, c'est de les informer sur les différentes possibilités au sein de l'armée. Qu'est-ce qu'on offre, nous, en termes d'emploi dans les différents domaines, en fonction des diplômes de chacun. À savoir que nous, on va recruter des gens qui n'ont aucun diplôme, 17 ans et demi, ça c'est le minimum, jusqu'à un Master 2. Voilà, donc on a un recrutement qui est assez large. On a 15 domaines d'emploi et on aime à dire à peu près 400 métiers. Donc on va avoir du cuisinier, secrétaire, mécanicien, commando parachutiste, force spéciale. Voilà, on va avoir vraiment pas mal de choses à proposer. Donc il faut venir nous voir et puis nous on saura vous trouver un métier au sein de l'armée. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l'armée? Alors pourquoi? Alors il y a un petit côté familial, mon père était lui-même militaire. Donc j'ai baigné dedans étant petit, un petit peu comme Obélix avec la potion magique. Donc j'ai vu un peu, j'ai pu évoluer au sein de ce milieu-là et ça m'a vite orienté mon choix. Après moi je voulais faire combattant de l'infanterie comme dans Call of Duty. Bon, on m'a vite expliqué, enfin mon père surtout m'a dit que c'était peut-être pas la meilleure solution, que j'étais un peu attiré déjà par les mécaniques. Donc il m'a dit si tu veux quelque chose d'intéressant, il y a les hélicoptères dans l'armée de terre, donc c'est une possibilité. Donc je me suis lancé là-dedans. J'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait comme diplôme pour pouvoir entrer mécanicien hélicoptère et on m'a répondu dans un centre de recrutement qu'il fallait faire un bac STI électrotech, donc l'équivalent maintenant d'un STI 2D. Donc je me suis orienté là-dessus pour pouvoir rentrer directement en sous-officier mécanicien avionique. C'est ce que j'ai fait et ce que je ne regrette absolument pas. Quelles compétences et qualités doit-on avoir pour être dans l'armée? Alors compétences et qualités, oui. Alors des compétences, on va parler de mérite, voilà, tout ce qui va être le mérite, on fonctionne beaucoup au mérite. Quelqu'un qui veut s'en sortir, qui se donne les moyens d'y arriver, on va le récompenser. Voilà, donc ça c'est le mérite, ça va être la méritocratie, comme on aime à dire, au sein des armées. L'exigence, ça reste quelque chose de très important. Voilà. Exiger le meilleur de soi-même, voilà, avant d'exiger le meilleur des autres. Donc pouvoir se tenir informé en permanence de ce qu'on doit faire avec l'armement, par exemple avec la mécanique. On est souvent mis à jour sur les nouvelles technologies, donc se tenir au fait des dernières avancées dans notre travail. La fraternité, ça fait partie aussi partie intégrante de la vie de militaire. Donc on est amené à vivre très proche, surtout en opération extérieure. Je prends l'exemple du Mali où j'ai pu y aller quelques fois. On se retrouve dans une tente assez restreinte en termes de place, à vivre à 8 pendant quelques mois. Donc la fraternité, soit elle se développe, mais bon, si elle est un petit peu présente au départ, c'est quand même beaucoup mieux. Donc fraternité et cohésion. L'altruisme, donc être ouvert aux autres, ça aussi ça fait partie des qualités très importantes. Le dépassement de soi, ça également, on pense au début pouvoir qu'on est capable d'aller de se dépasser physiquement, mais on découvre qu'on peut aller encore plus loin. D'accord, moi le premier, on fait différents stages d'aguerrissement, on découvre que finalement on a mal, mais on peut avoir encore plus mal et se repousser nos limites. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on découvre, que chacun découvre à son niveau. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour
des qualités à avoir, je pense, pour entrer dans l'armée. Après, on devient militaire, on ne le naît pas, voilà, on devient militaire, et c'est pour ça que les différentes écoles, en fonction des catégories par lesquelles on va rentrer dans l'armée, vont nous former de façon vraiment, comment dire, de plus en plus, ça sera de plus en plus dur. Au début, ça va commencer tout doucement, puis après, ils vont faire en sorte de nous amener à devenir bons. Voilà. J'ai pas le mot en tête, là, je l'ai perdu, je le retrouve peut-être plus tard, mais... Quel a été votre parcours avant d'entrer dans l'armée? Alors du coup, ça va recouper un petit peu avec ce que j'ai déjà dit, mais mon parcours, donc j'ai fait un bac STI électrotech, mais je savais déjà ce que je voulais faire dans l'armée. Donc quelqu'un qui ne saurait pas, il faudrait qu'il vienne nous voir le plus tôt possible. Je sais que c'est compliqué, surtout en 4e, 3e, de savoir ce qu'on veut faire comme métier. Mais il ne faut pas hésiter à se rendre dans les différents points d'information, tous les forums métiers, quel que soit le métier, que ce soit pas forcément l'armée de terre ou l'armée de l'air, la marine, mais aller se renseigner, essayer de faire des petits stages, des petites immersions pour voir est-ce que ça nous plaît, est-ce que tiens, cette vie-là peut nous plaire, et surtout trouver le domaine. Le domaine va être très important pour s'orienter après vers un bon diplôme, le diplôme qui va vous permettre de rentrer dans ce métier-là, ou pour ceux qui seront en échec scolaire, parce que ça arrive aussi, on a des gens qui sont en échec scolaire, mais qui sont quand même de bonnes personnes, ça n'empêche pas, qui ont 2 bras, 2 jambes, un bon niveau sportif, et ils rentrent chez nous, et avec le cadre que nous on vient amener en plus, et on les forme de zéro vers un métier qui après ce sera retranscriptible dans le civil, et ils pourront après avoir un CV correct pour pouvoir rebondir dans la vie, tout simplement. Est-ce difficile de s'entraîner et de se préparer physiquement? Alors, c'est pas difficile, parce que j'ai dit que c'est progressif, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Ça va être un entraînement progressif. Au début, quand vous rentrez, les premières séances de course à pied, par exemple, c'est de la marche. On marche 2 minutes, on court 3 minutes, on marche 2 minutes. Et petit à petit, ça va monter en intensité jusqu'à faire des courses de plus d'1 heure de façon naturelle. Donc, c'est adapté, mais après, il faut se donner quand même les moyens d'y arriver. Voilà. Dès qu'il y a une coupure, des vacances ou quelque chose comme ça, et si on arrête de faire du sport, on devient mauvais, voilà, tout simplement. Donc il faut s'automotiver, et c'est ça, je pense, le plus dur. Voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors les avantages, je vais commencer par les inconvénients, c'est plus facile de finir par les avantages. Alors les inconvénients, on va avoir évidemment la disponibilité qui va être liée au statut de militaire. D'accord, on n'est jamais en vacances, nous on appelle ça des permissions, ça veut dire que quelqu'un peut nous les annuler, tout simplement. Voilà, on est en vacances, donc en permission, et on nous dit le week-end prochain, il y a un exercice de prévu, tu es le seul disponible, il faut que tu reviennes. Voilà. Donc la disponibilité, ça c'est un inconvénient, mais on est au courant, voilà, et en général on s'arrange pour que ce ne soit pas vraiment un inconvénient. Les déplacements en opération extérieure ou en opération intérieure, tout type d'entraînement qui nous amène à être loin de notre famille, ça peut être considéré comme un inconvénient. Voilà, à long terme, ça peut être quelque chose de difficile pour la famille, surtout. Après, en contrepartie de ça, en avantage, évidemment, il y a l'aspect pécunier. Donc, on va toucher plus d'argent quand on est à l'extérieur. Quand on n'est pas chez nous, on va toucher jusqu'à 2,5 fois notre salaire en plus. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. En avantage, la capacité de pouvoir évoluer en interne, peu importe son diplôme d'origine, on va pouvoir passer des catégories, ce qui est très compliqué à faire dans le civil, à moins d'avoir le diplôme requis. Faire du sport dans l'armée, pour ceux qui aiment le sport évidemment, pouvoir être payé à faire du sport, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Avantage, le train, on a une réduction sur le train, moins 75% en première et en seconde classe. On a 9 semaines de vacances, donc de permission, comme je disais tout à l'heure, par an. Quasiment le double de quelqu'un qui serait dans le civil. De façon générale, donc ça dépend aussi un peu des unités, on est en week-end le vendredi midi. Voilà. Ça nous permet de rentrer en train chez nous pour ceux qui n'habitent pas sur la garnison. Voilà, c'est à peu près tout en termes d'avantages. Inconvénients, quelqu'un qui rentre dans l'armée, il sait pourquoi il rentre de façon générale, ou alors il arrêtera assez rapidement. Donc les inconvénients, ça reste quelque chose... moi, je ne vois que des avantages. Donc, et puis quand on trouve que quelque chose devient un inconvénient, on s'arrange pour annuler ça. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai fait 10 ans de régiment. Je partais tous les ans quasiment en opération extérieure. Donc, je suis allé en Afghanistan, je suis allé au Mali plusieurs fois. Donc au bout d'un moment, j'ai eu une petite fille.
Et je ne me voyais pas ne pas être là. Donc j'ai demandé un changement de spécialité pour devenir instructeur et faire des journées de 8h, 17h, faire de l'instruction. Voilà, donc ça reste des possibilités d'évolution de carrière en plusieurs parties dans l'armée. Donc ça aussi, c'est possible. À quoi ressemble une journée type pour vous? Alors pour moi, les journées type actuellement sont très agréables. Donc, je fais en gros du 8h, 17h. Voilà, tout simplement. Et je vais voir les différentes communautés de communes, les forums à l'emploi. Je reçois des gens en candidature. Et si je prends le cas d'un militaire qui viendrait de s'engager, une journée type, ça ressemble plutôt à un arrivé au régiment à 7h, 7h30. En général, il y a du sport. Voilà, du sport, 2 heures de sport en général dans la journée. Après, on vient s'entraîner en fonction de son métier. Moi, pour ma part, j'étais mécanicien, donc c'était mettre en œuvre l'hélicoptère, donc le tester avant le premier vol de la journée. Et après, c'était tout ce qui était tâches annexes, donc gestion des stocks, gestion des casques de vol qui valent un sacré tarif. Voilà. Donc tout ce qui était gestion de matériel, un peu d'armement, voilà, c'est vraiment son métier. Quelqu'un qui serait mécanicien automobile dans l'armée, ce serait pareil. Un secrétaire, il ferait du secrétariat. Donc chacun va faire son métier en parallèle du vernis militaire qu'on va retrouver par-dessus. Donc le sport, le tir, voilà, tous les ans on est testé sur ces choses-là. Quels sont les plus grands défis dans votre métier? Il n'y a pas vraiment de défis à relever. En termes de défis, quand on est en opération extérieure, c'est toujours la partie la plus délicate, c'est de passer outre le fait que la famille nous manque et de pouvoir continuer à faire notre métier. Voilà. Donc des fois ça peut être plus compliqué que d'autres, mais en général on est recruté parce qu'on a passé certains tests, notamment psychologiques, d'accord. Donc on est censé pouvoir passer au-delà de tout ça. Voilà. Mais bon, il n'y a pas vraiment de défi à proprement parler. Voilà. Avez-vous déjà participé à des missions à l'étranger? Alors oui, j'ai un peu du coup répondu à la question en avance. Donc oui, j'ai participé à plusieurs missions. Voilà. La plus impressionnante, j'ai envie de dire, c'était en Afghanistan où c'était un mandat où il y avait l'OTAN. Donc forcément, il y avait 42 nations au même endroit sur l'aéroport de Kaboul. Donc ça faisait très impressionnant. Et les moyens des Américains sont vraiment pas les mêmes que nous. Donc ils arrivent, eux ils construisent un camp, ils construisent tout en dur. Et puis tout ce qui était infrastructure était vraiment impressionnant. Et de pouvoir voler en hélicoptère dans les montagnes afghanes, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, ça reste des bons souvenirs quand même. Ouais, des très bons souvenirs. Vos missions durent combien de temps en moyenne? Alors en opération extérieure, ça peut aller le plus court que j'ai fait 2 mois et le plus long 6 mois. Voilà. Donc 6 mois, ça commence à être un peu long. Mais bon, après, on sait pourquoi on part, on sait à peu près pour combien de temps. Donc, c'est surtout pour la famille en général que c'est dur. Nous, on est dans le nez dans le guidon, donc on est dans notre mission. Mais pour la famille, ça peut vite être long, surtout quand c'est amené à être plus long que prévu. Quand on vous dit, je rentre telle date, finalement, ce sera un mois plus tard, c'est compliqué à gérer. Y a-t-il des opportunités pour évoluer dans l'armée? Alors oui. D'autres questions? Non. Alors oui, il y a des opportunités pour évoluer. Si quelqu'un rentre par exemple en militaire du rang, donc vous avez les 3 catégories de militaires, un militaire du rang, sous-officier, officier. Ce qui permet de rentrer directement dans une catégorie, ça va être le niveau académique, donc votre diplôme. Un militaire du rang, comme je disais tout à l'heure, ça va être aucun diplôme, 17 ans et demi, voilà, on va pouvoir prendre cette personne. Ça peut monter jusqu'à un bac+2. En fonction en fait du domaine visé, si je prends l'exemple de commando parachutiste, beaucoup de gens veulent faire ça, on a énormément de gens qui veulent faire ce domaine-là. Donc on va se permettre de sélectionner. Voilà. Niveau sportif, niveau académique, on va pouvoir monter en gamme. Quelqu'un qui rentre chez nous en mécanique, avec un bac pro mécanicien, il rentrera directement sous-officier. Parce qu'on en a besoin. Et la mécanique, voilà, c'est des bacs très spécifiques. Donc en sous-officier, minimum le bac, donc un bac technique dans 80% des cas, bac pro, pas de souci. Et officier à partir de bac+3. Et c'est vraiment un minimum jusqu'à bac+5. Voilà. Donc les 3 catégories. Donc si je rentre militaire du rang, au bout de 4-5 ans, il y en a 50% qui arrivent à basculer dans l'autre catégorie, en sous-officier. Et pareil en sous-officier, à peu près une trentaine de pourcents qui peuvent, au bout d'un certain temps de carrière, basculer officier, voilà, en faisant un concours interne. Voilà. Donc les possibilités sont là. Ceux qui se donnent les moyens, toujours, qui sont assez exigeants avec eux-mêmes, j'en reviens aux différentes qualités qu'il faut avoir. Et si on veut, on se donne les moyens et puis on y arrive. Voilà.
Et on ne sera pas limité par le diplôme, comme on peut l'être dans le civil, ou quelqu'un qui serait très bon dans son métier, mais il est rentré avec un bac, mais il ne peut pas faire chef parce qu'il n'a pas le diplôme. Voilà. Donc c'est dommage. Comment gérez-vous la pression et les situations difficiles? La pression et les situations difficiles, et bien, comme je disais, quand c'est en mission, on est tellement concentré sur ce qu'on fait qu'on ne se dit pas que c'était une situation difficile. Voilà. On était préparé à la mission, on s'entraîne toute l'année de façon générale pour ces missions-là. Donc en France, on répète les mêmes actions tout le temps, pour que ça devienne automatique. D'accord ? Donc on ne se pose pas la question. Quand c'est un peu plus dur que d'habitude, donc si je fais la même chose en France et en opération extérieure, la différence, ça va être quoi ? Ça va être la météo. Donc au Mali, dans le désert, il fait très chaud. Voilà. Donc ça pouvait être une des grosses différences. Mais vu que la partie technique, on était habitué à la faire, on n'a que à gérer ce côté météo. Voilà, c'est un exemple. Mais il n'y a pas vraiment eu de situation difficile, pour ma part, je parle. Hein. Mais la pression non plus. Voilà, on est tellement dans notre la tête dans le guidon qu'on ne se dit pas que c'était difficile. C'est après, on se dit que c'était soit difficile, soit dangereux. Voilà. Mais c'est après seulement. On prend conscience de ce qui a été fait. Voilà. Mais sur le moment, voilà, c'est pas le cas. Y a-t-il une mission ou une expérience qui vous a particulièrement marqué ? Particulièrement marqué, oui. La première fois que je suis arrivé sur deuxième mandat que j'ai fait au Mali, je suis arrivé et on a ce qu'on appelle des EVASAN, c'est des évacuations sanitaires, d'accord, qui sont faites la plupart du temps en hélicoptère. Donc on envoie un hélicoptère aller chercher la personne qui s'est blessée ou de différentes façons. Et là, la personne, au moment où nous on est arrivé pour prendre nos fonctions sur ce mandat-là, ils ont sorti quelqu'un de l'hélicoptère, il lui faisait un massage cardiaque directement sur le sol, avec l'hélicoptère qui tournait encore. Donc voilà, c'était un peu impressionnant. Bon, la personne s'en est sortie, hein, mais ça mettait dans l'ambiance tout de suite. Sinon, l'Afghanistan, encore une fois, c'était une expérience assez impressionnante. Voilà. De voir un peu à l'autre bout du monde comment les gens vivent, c'est quelque chose. On se dit à ce moment-là qu'on a de la chance d'être en France. Voilà. Et d'avoir toute notre liberté. Quel est votre salaire ? Alors, moi j'ai pas de problème avec le salaire. Alors moi je disais, donc il faut bien prendre en compte différentes choses. Moi j'ai 17 ans de service, donc la composition familiale rentre en compte aussi dans le salaire. Donc marié, pas marié, enfant, pas enfant, plus on a d'enfants, plus on a de salaire. Voilà, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Moi je suis actuellement donc net après imposition, si ça vous parle. Voilà. Je suis à 2 600 €. Voilà. Net, impôt enlevé. C'est bien, moi je me considère comme étant bien payé, très bien payé, voilà, pour le travail fourni. Et puis comme je vous disais, quand on part en opération extérieure, on touche beaucoup plus. Voilà, donc c'est la contrepartie de l'absence. Donc ça ne remplace pas tout, hein. Ça ne remplace pas la présence aux anniversaires, etc. Mais voilà, c'est mieux que rien du tout. Voilà. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de votre carrière ? Alors elle n'est pas finie, hein, ma carrière, mais moi je suis rentré dans le domaine aéronautique parce que c'est vraiment un monde qui me plaisait, savoir comment ça fonctionne, comment les avions y font pour se diriger là-haut. Voilà, donc tout ça je l'ai appris. Alors, je cherche à chaque fois des réponses. Hein. Je suis passionné de tout ce qui est simulation. Je passe en parallèle là mon brevet de pilote ULM, donc c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse beaucoup. Et mes meilleurs souvenirs, c'est à chaque fois qu'on est dans une machine pour voler. Voilà, c'est vraiment des moments où on est comme des enfants. Voilà, on voit, suivre le fleuve Niger en étant dans un hélicoptère à ras du sol, c'est quelque chose qui fait rêver. Voilà. Et chacun, je pense, a ces petits retours d'expérience. Je croisais la dernière fois au 10e régiment de cuirassiers à Olivet, quelqu'un qui était pilote de char, voilà, et il dit ça le faisait rêver en permanence, quoi. Quand il partait en opération, c'était avec plaisir. Donc, quand on fait quelque chose qu'on aime, forcément, ça va être beaucoup plus simple de durer dans la longueur. Donc, vous ne forcez pas à faire un métier qui ne vous plaît pas. Voilà. Tant que vous pouvez avoir les moyens de faire quelque chose qui vous plaît, c'est quand même vachement mieux. Que diriez-vous à un jeune qui souhaite s'engager De prendre rendez-vous avec moi, déjà. S'il est dans la région, hein, n'hésitez pas. C'est le CIRFA de Bourges, il faut appeler. Le CIRFA de Bourges, adjudant Yannick. Non, plus sérieusement, de venir nous voir tôt. Le cursus de recrutement prend du temps. Quelqu'un qui vient nous voir pour rentrer dans l'armée, quelle que soit la catégorie, j'ai envie de dire, il faut au moins 6 mois. Il faut compter 6 mois entre le premier rendez-vous et la signature.
Donc en général, il y a des gens qui viennent nous voir post-bac, donc ils viennent en juin, parce qu'ils passent leur bac fin juin, début juillet, pour entrer en septembre, voilà, à l'issue des vacances. Voilà. Donc c'est trop tard, il faut qu'ils viennent nous voir en janvier. Voilà. Et de plus en plus tôt, il faut venir le plus tôt possible. Même prendre de l'information si on est trop jeune, savoir quelle orientation prendre. Si je sais que je vais faire, mécanicien automobile ou mécanicien comme moi sur hélicoptère dans l'armée de terre, et ben, il faut prendre l'information pour savoir quel type de bac il faut effectuer. Comme ça vous donne un but à atteindre, une direction à prendre, et après, c'est pas grave si vous n'arrivez pas au bout, si vous passez votre bac et finalement c'est autre chose qui vous plaît, mais au moins voilà, avoir un but, hein, et errer dans les études, pour ma part, je trouve que ça sert à rien. Donc il faut avoir un but concret. Donc qui viennent me voir, ou qui viennent nous voir en tant que CIRFA, et nous, en tout cas pour l'armée de terre, on pourra leur dire voilà, nous on peut vous promettre avec des gros guillemets, hein, en fonction évidemment de la capacité physique et du retour d'évaluation de la personne, on va pouvoir lui proposer en tout cas différents cursus. Voilà. Et venir le plus tôt possible, ça c'est certain. Nous on est sur tous les forums en général à l'emploi. On est d'ailleurs à la foire de Châteauroux fin mai, fin mai ou juin, je ne sais plus, j'ai plus la date en tête. Donc pas hésiter à venir nous voir, nous poser des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Si on fait un bac pro mécanique voiture, est-ce qu'on peut quand même rentrer dans l'armée ou pas? Bien sûr. Même avec un CAP, vous pouvez rentrer en tant que mécanicien dans l'armée. Avec un bac pro, par contre, vous rentrerez sous-officier. Voilà. Vous aurez la possibilité d'entrer sous-officier dans l'armée, juste avec un bac pro. Voilà. Là où quelqu'un qui aurait faire commando parachutiste, des fois avec un BTS, ça suffit pas pour entrer même militaire du rang. Voilà. Parce que nous on a besoin de mécaniciens dans tous les domaines. Et oui, on vous prendra, on vous ferait 6 mois de formation à Saint-Mexan, la partie militaire. Là, c'est là qu'on commence le b.a.-ba du militaire. On commence progressivement, hein, comme je disais tout à l'heure. Et à la fin de cette école, au classement, vous choisirez une affectation en lien avec votre domaine. Et après, vous allez vous faire former pendant X mois dans l'école d'application. Là, pour un mécanicien, ce serait à Bourges. Voilà. Vous serez logé là-bas et c'est parti. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est en 2 temps à peu près la formation, une partie militaire et une partie spécialiste. Voilà. Mais oui, évidemment, bac pro, on prend. Est-ce que même au long de l'année, n'importe quel poste, vous faites toujours des profs de sport, etc. Est-ce que vous continuez à vous entraîner même pendant l'année? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, dans notre contrat, on a le maintien en condition. Voilà. Maintien en condition. Donc, on doit se maintenir en condition et pour ça, on a le droit de faire du sport. Voilà. Moi, j'organise mes séances de sport. Je me dis, jeudi de 8 à 10, je vais aller courir. Voilà. Je vais courir. Je reviens, je prends ma douche, je suis payé pour ça. Donc ça, c'est bien aussi. Et tous les ans, comme je disais, on fait au moins un test donc, pour la partie course à pied. C'est un 2400 mètres. Donc on doit courir autour d'une piste de 400 mètres, faire 6 tours en un minimum de temps. Voilà. Et après, en fonction de notre âge et du temps qu'on fait, on a une note sur 20. Voilà. Et après, on a ça. On a également la piscine. On doit faire 15 mètres saut de plongeoir, 15 mètres en apnée et 85 mètres en nage libre. Pareil, avec un chronomètre. Et en fonction, après, on a une note. On a un test où on va faire un peu de la fatigue avec un sac, faire des pompes, faire différentes choses, des allers-retours en courant. Et après, on doit tirer au pistolet sur une cible et mettre les 3 cartouches dans la cible. Voilà. Et ça, pareil, en fonction de si on y arrive ou pas, on a une note. Et à la fin, on a une note globale échelonnée de 1 à 5. Et voilà, soit on est bon, mauvais. Après, ça sert pour la notation annuelle de nos chefs. Voilà. Il nous dit, là, vous êtes mauvais en sport, pourquoi? Expliquez-moi. Voilà. Et là, on doit après justifier pourquoi on n'est pas bon. Et il se passe quoi si vous avez une mauvaise note? On se fait virer. Non. Alors, ce qui peut arriver de pire, entre guillemets, c'est qu'il y a un contrat d'objectif, que sur l'année d'après, on doit faire mieux. On a un contrat d'objectif donné par nos chefs. Ou alors, notre avancement, le passage de grade, etc., c'est ralenti. Voilà. C'est ralenti. Si la personne est sous contrat et que pendant toute la durée de son contrat, c'est un peu en sport, elle n'est pas très bonne, qu'on lui a mis des contrats d'objectifs, que ça n'a pas suffi, on ne lui renouvellera pas son contrat. Elle n'est pas capable d'être suffisamment exigeante avec elle-même. Ça se passe comment du coup au niveau des contrats justement? Parce que c'est un engagement, c'est ça? Alors oui, en fonction de la catégorie, encore une fois. Les militaires du rang, on va avoir 3 types de contrats, 3 ans, 5 ans et 9 ans en contrats initiaux. Donc 3 ans, c'est pour les dossiers où on n'est pas très sûr.
Voilà. 5 ans, c'est le plus courant. C'est le bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. Donc 5 ans, et vous avez le droit surtout à la dernière année à une reconversion payée par l'armée si d'aventure l'armée ne vous plairait pas. Voilà. Donc 5 ans, c'est bien. Et 9 ans, c'est réservé aux très bons dossiers. On propose uniquement un très bon dossier. Et après, à l'issue de ce premier contrat, soit on vous repousse à un deuxième contrat, et après, il y a une possibilité de passer de carrière. Donc, voilà. Un sous-officier, en général, il va signer 7 ans, premier contrat. Après un deuxième contrat, et pendant la durée du deuxième contrat, potentiellement, il passera de carrière également. Voilà. Et après, après peut-être qu'on peut toucher une retraite, je sais pas. Si on fait C'est orienté. Si on fait un bac mécanique de Oui. voiture Oui. Et qu'on rentre dans l'armée, ce sera quoi les véhicules qu'on va devoir... Alors la formation mécanique mobilité terrestre, on appelle ça, ça va être tout ce qui est engin de l'armée, voilà, de l'armée terrestre. Voilà. Même Donc, des chars. voilà, pas spécifiquement, mais voilà, ça dépendra sur des stages en plus. Mais il y a une partie commune en fait, et après vous serez spécialisé en fonction du type d'équipement sur lequel vous serez affecté. Voilà. Mais vous serez reformé, même avec un bac pro, même quelqu'un qui vient nous voir avec un BTS mécanique, il va refaire la formation. Il sera juste plus à l'aise que certains. Voilà. Mais il pourra aider ses petits camarades justement, et on retrouve la partie équité un peu là-dedans. À partir de quel âge pouvez-vous prendre votre retraite? Excellente question. Alors, actuellement, j'insiste bien sur le terme actuellement. Si je prends mon exemple, l'exemple de beaucoup de mes camarades, on peut partir avec une retraite, donc une retraite à jouissance immédiate, on appelle ça. C'est-à-dire que si je quitte, le mois suivant, tous les mois, je vais toucher une pension. D'accord ? À partir de 17 ans et demi de service, si je quitte, je peux avoir une pension. Voilà, qui ne sera pas très élevée. Par contre, si j'attends 19 ans et demi, donc 2 ans de plus, là j'aurai ma pension à hauteur de ce que j'aurais fait dans l'armée, en fonction du nombre d'opérations que j'ai fait. Voilà. Donc ça rentre en compte dans le calcul. Si je prends mon exemple, si je pars à 20 ans de service, j'aurai à peu près 1000 € de pension. Voilà, 1000 € par mois que je pourrais cumuler avec un autre emploi, si je quitte l'armée à 20 ans. Et plus je vais rester dans l'armée, à 21, 25, 30 ans, plus cette pension va augmenter. Mais je peux quitter au plus tôt. Moi, c'est entre 17 ans et demi, avec une décote, on appelle ça, donc 20% par rapport à 20 ans. Et arriver à 20 ans de service, 19 ans et demi, là, je peux partir avec sans décote, on appelle ça. Donc là, je partirai avec 1000 €. Et derrière, dans le but, justement, de faire une carrière dite courte et de pouvoir retravailler derrière et cumuler avec ma pension. Et recotiser en même temps dans le civil. Vous voyez un peu l'idée? C'est jeune encore. Oui. Si vous quittez l'armée et que vous voulez la rejoindre plus tard, mais dans une autre profession, est-ce que c'est possible, ou d'autres formations? Si je veux la rejoindre plus tard, l'armée? Oui. Je quitte? Ça va être compliqué. Alors, ils ont gardé la possibilité de se réengager dans les 3 ans, 3 ou 5 ans, il faudrait que je confirme, là je m'avance un peu, mais dans les 3 ans c'est sûr, vous pouvez vous réengager, mais en gros c'est l'armée qui va vous mettre là où elle a besoin. Donc voilà, il ne faudra pas être exigeant là. Voilà, il y en a qui quittent un peu trop tôt, ils se rendent compte que finalement c'est pas forcément plus vert dans le jardin civil, donc hop, ils veulent revenir, des fois ça se passe bien, en fonction des spécialités. Si des spécialités en manque, là il n'y a pas de souci, mais si c'est des spécialités excédentaires, c'est un peu plus compliqué. Donc ça dépend. Du coup, la retraite, elle n'a pas vraiment de limite, quoi. On peut rester jusqu'à je sais pas quel âge. On peut rester jusqu'en limite d'âge du grade dans lequel on est. Voilà. Donc si je prends un adjudant-chef, pour un sous-officier, ça doit être 55 ans. Voilà. Donc après, on quittera et on aura le nombre de temps de présence. Voilà. On aura la pension en corrélation avec le nombre d'années qu'on est resté, en fait, tout simplement. Voilà. Après, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont faire un passage court. Voilà, ça reste long, 20 ans, mais une carrière courte pour pouvoir, en fait, derrière, faire autre chose. Et d'autres qui vont préférer rester parce qu'ils sont très bien où ils sont et puis vont décider de rester un maximum de temps. Ça dépend de chacun. Donc, il y a différentes possibilités. Voilà. Comme je vous disais, moi, mon exemple, c'était changer de domaine au sein de l'armée. Donc, passer de mécanicien sur le terrain, on va dire, à instructeur en école. Et maintenant à recruteur. Voilà, donc c'est vraiment des métiers complètement différents. Moi, parler devant des gens dans un amphi ou des choses comme ça, au début, quand j'étais mécanicien, c'était pas du tout mon truc. On apprend, on sort de sa zone de confort et puis
on développe des nouvelles capacités. Voilà, c'est ça aussi. Dans quel grade c'est l'âge le plus élevé? Ça va être les officiers et les officiers généraux. Voilà. C'est là où la limite d'âge va être la plus importante. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.